Bonsoir, je salue les presque 500 participants à ce cercle des managers d'immobilier de rentrée. Alors rentrée au sens de l'année civile, c'est le premier de cette année 2025. Permettez-moi, même si avec le président qui va dire un mot après moi, Benjamin Darmouni, nous vous avons présenté des vœux, en tout cas ceux qui sont inscrits, c'est-à-dire les habitués. Vous avez reçu un message de notre part, mais nous vous présentons des vœux d'une année qui soit favorable à vos activités. On va en parler de ces activités en longueur d'année, et puis qui vous soit heureuse à titre privé. Cette année, il nous a semblé, ce début d'année, avec les organisateurs, qu'elle était marquée par deux choses. D'abord, beaucoup d'incertitudes politiques, économiques, sociales. Alors politique, aujourd'hui même, et il y a quelques 3 heures à 15 heures, commençait à s'exprimer le Premier ministre avec une déclaration de politique générale qui donne un cap à son action, si son action est permise et si le gouvernement est maintenu dans ses fonctions. Mais il y a des incertitudes, incertitudes économiques, on va pas les rappeler sur tous les fronts. L'univers d'immobilier le ressent, bien évidemment. Il est fondé sur la confiance. Cette confiance n'est pas complètement assurée. Ça, c'est la première caractéristique. Deuxième caractéristique, des entrepreneurs de la filière immobilière qui ont connu ces dernières années des moments extrêmement difficiles. Certains d'entre eux ne sont plus avec nous, et ceux qui sont toujours en activité cherchent des repères. Ils ne les ont pas. On sait que l'action publique, même si on va espérer un bon budget pour le logement, de bonnes décisions, l'action publique n'a pas garanti la réussite de secteur depuis longtemps, et qu'il a fallu puiser dans les ressources des entreprises, dans leur inventivité, dans leur capacité à se renouveler. Alors on s'est dit tout simplement, on va contribuer à donner à ces entrepreneurs qui nous suivent des clés de lecture. Et pour ce faire, on a sollicité 4 formateurs de talent, qui sont une femme et des hommes bien connus dans l'univers immobilier, l'ensemble des métiers de la filière, et je voudrais les remercier. Alors ils vont apparaître par ordre de citation alphabétique à l'écran. Pour le reste, si vous voulez en savoir plus sur chacun d'eux, je vous renvoie aux biographies du site du Cercle des managers. Et je salue Rosane Chaperon, qui est présidente et cofondatrice de Nexialim. Bonsoir Rosane. Bonsoir Henri. Merci d'être avec nous. Je salue à ta suite Philippe Fauré, qui est le dirigeant de Multiscore, une enseigne bien connue également. Bonsoir Henri, bonsoir à toutes et à tous. Merci Philippe. Martin Pavanello. Alors, je parlais de formateurs bien connus. Martin l'est déjà. Il a une plus grande récence dans l'activité. Il a créé récemment avec son frère Vincent Pavanello, économiste bien connu, Mister IA, et je le remercie d'être avec nous. C'est vrai, je suis d'autant plus honoré du coup que tu me permettes de Merci participer à cette beaucoup, vidéo. Merci Henri. Yann Simon, également l'un des pionniers de la formation dans l'univers de l'immobilier. Il est le patron du groupe Vision 2i Conseil. Bonsoir Yann. Bonjour Henri. Merci d'être avec nous. L'invitation. Voilà, alors je vais passer la parole à Benjamin Darmouni qui va à sa manière nous accueillir, et puis ensuite on entrera dans le vif du sujet pour que d'ici 1 heure et quart, chaque entrepreneur, manager face à nous reparte avec du baume au cœur sans doute, et puis des clés de réussite en 2025 dans l'univers de l'immobilier. Benjamin, à toi. Merci Henri. Bonsoir à tous. Après une année pour les professionnels de l'immobilier très compliquée, je voudrais souhaiter à tout le monde une bonne et heureuse année 2025. On va devoir faire preuve, on va devoir innover, on va devoir réinventer certainement notre métier. Certains pensent que ce n'est pas possible. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que c'est toujours possible,
et encore la conférence de ce soir est un exemple. On s'est toujours, on a toujours essayé de s'inculquer deux choses au sein de deux missions au sein de notre cercle. Ça a toujours été de livrer des analyses lucides, accompagnées des meilleurs experts, et surtout de suggérer des solutions. C'est vraiment les objectifs qu'on s'est toujours fixés. Et j'espère encore une fois que ce soir, eh bien, on tiendra notre rang. D'une manière générale, on doit absolument pas céder à l'abattement. Évidemment, c'est compliqué, évidemment, c'est difficile, mais au sein du cercle, on a toujours su faire preuve de positivité et d'enthousiasme. Voilà, c'est le ton qu'on veut donner. Et ce soir, on est encore entouré de spécialistes que je remercie et qui vont, je l'espère, nous donner des solutions pour que 2025 soit meilleur que 2024. Merci à tous. Merci beaucoup, Benjamin, président du Cercle. J'ajoute une chose, c'est que chacun, il y a eu une plaisanterie tout à l'heure de Philippe Fauré qui disait je ne vous montre pas chez lequel de mes clients je suis. Vous êtes confraternels dans cet exercice qu'on vous demande parce que vous pouvez avoir voilà, des secrets de fabrique aussi. Et là, vous acceptez de parler à livre ouvert, à cœur ouvert de vos pratiques, de vos conseils. Je tiens à vous en remercier et peut-être qu'un premier conseil, c'est plus de confraternité, et je suis sûr que vous y reviendrez. Voilà. Alors, il y a une question que je vais poser à tous les quatre. Il n'y a pas vraiment d'ordre. Tiens, je vais commencer par le dernier par ordre alphabétique, par Yann. Tout à l'heure, je disais, bon, peut-être en m'avançant un peu, que les patrons, les managers étaient dans le doute, étaient marqués, étaient abattus pour certains. Hein, Benjamin l'a dit, après une année, 2 années, peut-être 3 années de combat, hein, selon les métiers, selon les marchés. D'abord, est-ce que c'est vrai ? Est-ce que ça les conduit à recourir plus à vous, c'est-à-dire davantage à la formation, à la motivation, et est-ce qu'ils écoutent peut-être davantage les conseils qu'ils le faisaient par le passé? Et peut-être pour chacun, précisez-nous vos clients naturels, c'est-à-dire quel métier vous conseillez plus particulièrement selon vos stratégies et vos histoires d'entreprise. Yann. Alors, donc nous intervenons à 75% de notre temps sur évidemment les métiers de l'immobilier, que ce soit des syndics, des gestionnaires, des transactionnaires, des constructeurs. Bref, on intervient sur tous les métiers. Nous n'intervenons pas chez les mandataires ni chez les notaires. D'accord. Comme tu le sais, nos clients sont réunis au sein d'un club de chefs d'entreprise qui s'appelle le club V2I Patron. Alors, je vais répondre et redire ce que j'ai dit. Aujourd'hui, nous, il y a 3 ans, on a prévenu nos clients. Les crises se reproduisent. Je suis petit-fils de paysan, fils de paysan, et il y a une coutume, on dit trop de trop tue le trop. Donc, à un moment donné, les crises arrivent, on le sait, mais il y a une imposture chez les gens, c'est de croire que le succès est éternel. C'est un peu comme en amour. On pense que parce qu'on est marié, je vois que tu souris, ça va perdurer. Non, il faut souffler sur la braise du feu éternellement. Donc, les gens ont cru et n'ont pas su analyser les éléments. 1 200 000 transactions, c'est pas normal. Ça n'existe pas. Bon, 1 million de transactions, pareil, ça n'était pas normal. 990 000 transactions, c'était pas normal. Des taux à 1 ou en dessous de 1, c'était pas normal. Des banques qui prêtaient à tout va, c'était pas normal. Donc, si on se ramène à l'immobilier, c'était prévisible. Mais il y a une question, pendant cette période, puisque notre métier, c'est de coacher ou de former, le robinet coulait à flot. C'est-à-dire qu'il y avait des aides. Okay, alors, il y a ceux qui faisaient les 14 heures de formation et puis ceux qui décidaient d'investir sur tous les métiers, donc la formation des métiers syndics, la formation de la gestion, la formation de la transaction, les assistantes, etc. Donc, il y a ceux qui font le minimum et il y a ceux qui font le maximum. Mais tout dépend du projet d'entreprise. Donc, nous, on a 40% de nos clients qui vont divinement bien, puisque notre métier, c'est de transformer une TPE en PME, une PME en groupe et un groupe en réseau. Et tous les 10 ans, nous connaissons un mercato. Depuis juillet 2021, Philippe en est témoin parce qu'on travaillait tous les deux avec un de nos clients. Les clients vendent. Donc, ils vendent à des groupes, ils vendent à des fonds de pension.
Et le paradoxe de la France, d'ailleurs, c'est que ces groupes, quand ils rachètent une entreprise en disant qu'est-ce qui vous a amené à être là, comment vous avez fait et pourquoi, quand ils donnent nos noms, eh bien généralement, on reçoit une lettre recommandée le lendemain en disant de partir. Ça, c'est très français. C'est-à-dire qu'on va racheter une boîte parce qu'elle fonctionne et on va tout détricoter. Bref, pour répondre à ta question, 40% de nos clients aujourd'hui qui font tous les métiers, je dis bien qui font tous les métiers, hein, gestion, syndic, expertise, vont divinement bien. On a 40% de nos clients qui vont bien, d'accord. On a 10% de nos clients qui vont normalement et 10% qui ne vont pas bien. Pourquoi ils ne vont pas bien? C'est de l'humain. Des séparations entre associés, c'est d'une violence inouïe depuis 2 ans. Des divorces entre associés, mari et femme qui étaient dans une entreprise, des conflits de personnel et malheureusement des maladies. Et depuis le Covid, il y a ce fléau. Mais, et tu m'as demandé d'être cash. Alors, je vais l'être. Alors, je peux apparaître comme négatif et rassurez-vous, enfin, dans 1 heure, je serai très positif. Mais le problème numéro 1, mesdames et messieurs, c'est le management. C'est le management, la gestion d'une boîte. Moi, je vous parle non pas en tant que coach formateur, je suis chef d'entreprise. J'ai des sociétés. Donc, j'ai des collaborateurs là qui assistent à ma conférence. Je n'oublie pas que quand on élève un enfant, en fonction de l'éducation qu'on lui donne, il prendra une certaine direction, sauf 1% qui déviera. Mais l'enfant va construire son éducation en fonction des messages donnés par les parents. Les collaborateurs ou collaboratrices, c'est exactement la même chose. 80% des patrons ou dirigeants ne se forment pas au management. Voilà. Je vais te montrer un exemple parce que je savais que tu allais me poser cette question, tu vois. Ça c'est une boîte magique, une boîte de management. Ça n'existe pas. On a 298 comptes clients. Ça représente 1350 chefs d'agence. Enfin, centre de profit, je veux dire. Alors, c'est merveilleux, il y a un jeu de loto, il y a tout, c'est divin, voilà. J'en ai fabriqué 150. J'ai 298 clients, je dois peut-être avoir 500 managers, j'en ai vendu 50. Orimo, elle existe. Orimo, elle existe. J'en ai vendu 1200. La messe, elle est dite. Donc, voilà, à la question, est-ce qu'on ouvre davantage les oreilles, les yeux? Pas forcément, malgré les difficultés du moment. Il y a ceux qui vont faire et ceux qui ne font pas. C'est ça. Parfait. On continue, très clair. Allez, Martin, parce que je dis qu'on remontait l'ordre alphabétique en sens inverse. Alors, tu vas nous préciser aussi ta clientèle. Bon, on comprend au nom de ta société Mysteria sur quel champ tu interviens, mais tu vas nous le préciser. Et puis, alors même question avec une plus grande récence d'activité, mais aussi d'outils, parce que l'outil que tu promeus est beaucoup plus récent, mais voilà, est-ce que tu vois des entreprises dans cette période, dans ces difficultés, qui, avec ton aide, tirent leur épingle du jeu? Quelle proportion? Quels sont ceux qui sont hermétiques, même s'ils te sollicitent? Voilà, donc ton constat réel, même chose comme l'a dit Yann avec beaucoup de franc-parler. Ouais, bien sûr, bien sûr. Donc nous, pour rappel, en effet, on fait de la formation à l'IA, formation et accompagnement, hein, puisqu'on aide aussi en audit et en conseil les boîtes à implémenter tous ces outils-là. Nos principales activités sont auprès des transactionnaires, ça c'est sûr, avec un agent en agence comme mandataire, on a une grosse activité. Syndic, c'est notre deuxième activité, et notaire. Pour le coup, on a une très grosse activité chez notaire aujourd'hui. Qu'on voit auprès de ces 3 populations, donc en effet, comme tu l'as bien dit Henri, nous on est un peu biaisé parce qu'on est quand même dans la tendance du moment. C'est plus facile de dire demain je vais me former à l'IA que je vais me former au management. Pourquoi? Parce que quand à table le soir tout le monde dit je vais me former à l'IA. Donc on surfe sur cette vague et ça c'est sûr. Nous on voit déjà qu'au niveau des instances, on trouve que le problème est plutôt pris sérieusement. Quand je parle d'instances, je prends l'exemple chez les notaires. Aujourd'hui, on a signé quasiment toutes les chambres de notaires de France qui déploient des plans de formation à l'IA pour les notaires de leurs chambres respectives. Donc, il y a une vraie marche en avant. Ça date pas d'hier d'ailleurs. Ça fait déjà 6 mois, 1 an. On voit la même chose aujourd'hui dans l'immobilier, je dirais Transac, ADB, avec que ce soit l'UNIS ou FNAIM. On fait beaucoup à la fois d'événements pour sensibiliser tous les professionnels à l'IA. Donc, c'est plutôt une bonne chose. Et après, quand on va sur le terrain, là aussi, je dirais qu'on est plutôt agréablement surpris
à la fois de l'engouement qui existe. Hein. Aujourd'hui, moi, je pense que l'immobilier est le secteur le plus formé à l'IA. Si on prend tous les secteurs, en tout cas en pourcentage du nombre de professionnels dans le secteur, je pense, et je suis même à peu près sûr que c'est le secteur le plus formé. Un exemple facile, c'est que nous, on ne fait quasiment que de l'immobilier et qu'on a formé 10 000 personnes en présentiel en un an. Il n'y a aucun autre secteur d'activité qui aurait formé 10 000 personnes sur, je sais pas combien exactement on peut rentrer de personnes quand on compte notaires, syndics et transac, mais c'est quand même énorme. Donc, et on n'est pas les seuls à le faire, évidemment. Donc, le chiffre est plus grand. Donc, je trouve que c'est plutôt une profession qui s'y met vite et avec un besoin concret. C'est qu'en fait, je trouve que les professionnels de l'immobilier ont vite compris qu'on n'allait pas utiliser de l'IA pour transformer notre métier de A à Z. D'ailleurs, tous les gens qui vous font croire ça, je pense qu'ils se mettent le doigt dans l'œil et qu'ils se trompent. En fait, il faut vraiment comprendre l'IA comme un super assistant. Et à partir du moment où on a dit à l'agent, au notaire, au gestionnaire que l'IA allait l'aider sur toutes ces tâches sur lesquelles il n'a pas de valeur ajoutée, sur lesquelles c'est répétitif, c'est rébarbatif, etc. En fait, il est très enclin à l'utiliser. Et c'est pour ça qu'on a des demandes de formation qui ne faiblissent pas de semaine en semaine, avec peut-être le petit biais, je dirais moi, que quand le marché repart, justement, les gens, j'ai l'impression, se forment moins. On voit dans la transaction, on dit tout à l'heure, notamment, on est exposé au réseau de mandataires avec beaucoup de mandataires qui se forment avec nous. On voit directement que lorsque les annulations de formation chutent, c'est quand le marché repart. Et on l'a vu là de manière assez parfaite sur des milliers et des milliers de personnes inscrites. Donc ça, c'est un petit biais, mais en tout cas, sur la période, je dirais, depuis un an, parce qu'on existe depuis un an, on sentait que marché qui tout saute un peu, on libère du temps et on se forme, et notamment à cette techno qui leur change quand même pas mal le quotidien. Et une chose qui ressort beaucoup, et c'est notamment vrai dans la gestion chez les syndics, on le voit beaucoup, c'est de dire en fait cette première révolution digitale, si on peut l'appeler comme ça, depuis 20 ans, elle a amené plus de problèmes et elle nous fait faire plus de tâches inutile qu'avant. L'exemple type, c'est quand j'ai ma poubelle qui est pas assez bien tournée dans le hall d'entrée, j'envoie un message au syndic, alors qu'avant, j'attendais d'avoir un vrai problème pour l'appeler globalement. Mais le mail fait que maintenant, je lui envoie dès que je me sens pas très bien le matin. Et en fait, l'IA est plutôt forte pour ça, pour gérer tous ces petits problèmes. Donc, c'est plutôt, voilà, de l'IA être bien faite pour le marché immobilier, et je trouve que les professionnels s'y mettent assez vite. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Merci beaucoup, Philippe, ta clientèle naturelle. Et puis, même chose, ton sentiment sur le moral aujourd'hui des patrons, des managers que tu rencontres, et leur appétence à recourir à toi, recourir à la formation. On a entendu le point de vue de Martin, alors qui est particulier, hein, il l'a dit, il a en main un outil récent qui éveille de la curiosité, qui intrigue. Yann, toi, Rosane, c'est vrai que ce sont davantage des mécanismes de management, des ressorts que vous transmettez. Quelle est la perméabilité aujourd'hui du secteur à ce que vous transmettez? Alors, nous, nos clients font appel à nous, sont des clients uniquement dans les métiers de l'immobilier ou des services immobiliers, promoteurs, constructeurs, administrateurs de biens et surtout agents immobiliers positionnés sur des marchés haut de gamme. Constructeurs de maisons individuelles aussi? Constructeurs de maisons individuelles aussi et agents immobiliers placés plutôt sur des marchés haut de gamme. D'accord. Qu'est-ce qu'on constate pour répondre concrètement à ta question en orientation client? C'est que la formation n'est plus une obligation sociale ou un accessoire de mode. On fait plus de la formation pour faire de la formation avec des dirigeants, c'est ce qu'on constate chez nos clients qui envoient leurs collaborateurs en formation. Il n'y a pas de briefing avant, il n'y a pas de briefing après. Ça rentre pas dans une stratégie et ensuite on s'étonne qu'il n'y ait pas de changement dans les comportements des collaborateurs. En fait, les formations qui nous sont demandées aujourd'hui sont des véritables accompagnements de stratégie des entreprises, c'est-à-dire qu'on part de la direction générale. Je pense notamment à des missions de développement, croissance organique, des portefeuilles d'ADB qu'on fait pour pas mal de clients, qui sont des vrais entrepreneurs, qui se rendent compte, par exemple, que la croissance organique, c'est une vraie opportunité, qu'il y a plein de raisons de la faire aujourd'hui, vu les hémorragies qu'il y a chez certains dont on ne donnera pas les noms, vu qu'aujourd'hui 60% des bailleurs gèrent en direct, et vu le prix encore de rachat des portefeuilles, il y a une vraie opportunité à développer des moyens simples et efficaces pour faire de la croissance organique. Donc, en fait, ces missions qu'on nous demande accompagnent la réelle stratégie des entreprises de façon descendante, comme le disait Yann, en disant on commence par la direction générale, on passe sur le management intermédiaire, c'est eux qui doivent recevoir le message avec des lignes de conduite claires, avec des lignes de relais, avec des lignes de management. Si on prend par exemple la thématique du développement en ADB, mais on pourrait prendre d'autres thématiques, ça doit être la préoccupation de tous au quotidien. C'est pas la formation des collaborateurs qui va répondre à ce problème. C'est d'abord quelle est la stratégie, quels sont les moyens qu'on met en œuvre au niveau de la direction générale, comment on le relaie sur le management intermédiaire et ensuite comment on le relaie
à l'ensemble des collaborateurs qui sont concernés pour que ça fonctionne. Par rapport à ta question aussi, comment réagissent les clients? Moi, je dirais que contrairement effectivement à ce qu'a peut-être Martin, des phénomènes de nouveauté ou de mode qu'on a avec l'IA et qu'on a eu à un moment avec la transition digitale et numérique, hein, où beaucoup s'orientaient vers ça, on vit au rythme de nos clients. C'est-à-dire que finalement, il y a une minorité d'entrepreneurs qui sont des vrais entrepreneurs et qui se disent la période est plus difficile, donc il faut mettre l'accélérateur sur des thématiques de performance des équipes, de management, de motivation, parce que c'est comme ça qu'on va passer la période actuelle et qu'on va se mettre en situation de réussite dans la période à venir. Et des gens qui lisent le compte de charge et qui se disent, bah, en fait, il faut supprimer tout ce qu'on peut supprimer dans la période actuelle. Autant te dire et vous dire que bien évidemment, vous imaginez où va notre préférence entre les deux choix, et c'est pas une préférence mercantile, c'est une préférence d'efficacité. Et il faut aller effectivement vers des vraies actions de management. Et ce qui est amusant, c'est que dans les métiers de service immobilier, je pense à la transaction, l'administration de biens, mais je peux rajouter la vente, le développement foncier en promotion ou en maison individuelle. C'est une affaire humaine, ce sont des services, hein, ce sont des métiers de service immobilier. Dans les services, il y a une dimension service, il y a une dimension humaine. C'est très étonnant aussi de constater, je rejoins un peu Yann, quand il y a consommation, la consommation qui est faite de formation. De voir des gens qui font de la pathologie du bâtiment, qui font des choses sur lesquelles j'ai absolument rien contre hein, en tant qu'organisme de formation et que je trouve absolument importantes, même si c'est pas notre cœur de métier. Mais la formation au management dont parlait Yann, mais la formation des équipes à la relation client, à écrire des process, des méthodes, à travailler sur le savoir-être pour animer une AG, pour gérer le client mécontent. Quand je discute avec les gens, ils disent, mais c'est 80%, Philippe, de notre réussite. Notre réussite, c'est pas la dernière loi, c'est pas la pathologie du bâtiment, c'est la qualité de la relation qu'on va instaurer avec nos clients. Et pour les managers ou les dirigeants, la qualité qu'on va instaurer avec nos collaborateurs pour les motiver, pour qu'il y ait moins de turnover. On connaît le problème du turnover dans nos métiers, hein, et notamment dans les métiers de l'ADB. Et ça va dépendre de la qualité des individus et de la relation et le peu de consommation qu'il y a sur ces thématiques-là. D'accord. Très clair. Alors, on y reviendra tout à l'heure parce que j'avais des questions, notamment pour toi là-dessus, sur ce qu'on appelle les fondamentaux. Donc, il y a les basiques techniques que tu évoquais, le management. On va y revenir. Rosanne, même question. Tes clients, leur métier, leur réaction aujourd'hui, leur mental, leur mood et leur envie ou moindre envie de faire de la formation et de suivre vos conseils. Alors, nous, nos clients, ce sont des agences plutôt assez petites, entre guillemets, qui sont indépendantes ou qui sont franchisées, parce qu'on travaille aussi sur des agences franchisées quand elles ne trouvent pas au cœur de leur franchise les formations qui leur conviennent. On a aussi des mandataires qui se regroupent aussi quelquefois pour justement pouvoir avoir des formations qui leur conviennent. On fait de l'intra et du sur-mesure. On est peut-être plus axé métier que la plupart de mes collègues. On a des managers quelquefois, mais on est quand même beaucoup sur les formations métiers. Mais malgré tout, elles sont décidées souvent et elles sont lancées parce que le directeur d'agence ou le manager voit bien qu'il y a quelque chose à remettre en place. La plupart du temps, ce qu'on nous demande, c'est quand même beaucoup les fondamentaux. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'avec cette période où c'est effectivement, comme disait mon collègue, où il y a eu beaucoup de transactions, les gens, ils ont oublié ce que c'était que d'aller chercher du mandat, ils ont oublié ce que c'était de se battre pour obtenir une proposition d'achat, ils ont oublié ce que c'était de se battre pour la faire passer auprès du client, le suivi, toutes ces choses-là qui ont été un peu bousculées avec la Covid, où il y a une espèce d'effervescence et d'ébullition. Donc, on nous demande beaucoup ce genre de choses et d'essayer de rationaliser aussi par rapport à justement d'études de ratio pour savoir quels sont les points qu'il faut améliorer. Donc, c'est du management. J'aurais tendance à dire c'est du management pas tant que ça par rapport à ma clientèle directement, c'est beaucoup du métier. Et puis après, c'est analyser les ratios pour progresser, etc. Mais j'ai moins de choses comme indiqué par mes collègues. D'accord. On fait tous les cœurs de métier.
Mais moi, je suis spécialisée Transac, donc je vais parler de ce que je sais, ce que je pratique au quotidien. Autrement, il n'y a pas grand-chose à dire, si ce n'est effectivement, c'est sur les fondamentaux et l'utilisation des outils. J'entendais Martin qui parle de l'IA, donc je suis moi très pro IA par rapport à tous ces métiers. Je ne le ferai pas parce que je ne suis pas légitime pour pouvoir les utiliser. Le risque que j'ai, parce que je travaille aussi avec des jeunes en licence pro, c'est quelquefois ils pensent que l'outil IA va faire le boulot à leur place. Et là, j'ai vraiment une difficulté à leur dire non, ce n'est qu'un outil. Ne pensez pas que ça va faire le job à votre place et n'oubliez pas d'aller à la rencontre des personnes et prenez ça comme un support supplémentaire. Sur le moral des troupes, hein. Aujourd'hui, les clients que tu formais il y a 2 ans, 3 ans, ont une expérience. Anexialim est une enseigne plus récente, mais depuis longtemps Oui. dans le métier de la formation. Et ces circonstances sont très particulières, sont très violentes. Voilà, on l'a dit dans d'autres débats, on ne va pas y revenir, mais est-ce que les patrons, les managers gardent du ressort et est-ce qu'ils se disent qu'on va essayer de leur démontrer ce soir, vous avez commencé, il y a des solutions et même dans ces circonstances, si on ne va pas attendre du gouvernement des aides à foison, on peut trouver en nous des ressorts. Ils n'attendent pas grand-chose du gouvernement, on va être clair. C'est-à-dire, voilà, ils ne se posent pas la question, ils se disent, OK, voilà la situation. On a quand même un avantage énorme avec l'immobilier, c'est que ce n'est pas délocalisable. Donc, ça veut dire que de toute façon, il y a des gens qui vendent, il y a des gens qui achètent. Donc, il faut se positionner et faire en sorte d'être présent sur ces marchés-là. Donc, le moral, il n'est pas mauvais du tout. Ceux qui ont, et c'est justement la différence qui va faire que les gens vont s'en sortir ou pas s'en sortir, c'est là que ça va se passer. Ceux qui se lèvent le matin en se disant de toute façon, on va pas y arriver, c'est la crise, c'est mort. Donc, ceux que j'ai en formation, c'est ceux qui veulent vraiment se battre pour y arriver, qui se disent OK, c'est difficile, donc on va mettre en place un certain nombre de choses. Qu'est-ce qu'il faut qu'on remette en place? Qu'est-ce qui marchait, qui marche plus? Quels sont les nouveaux outils? Donc merci à Martin parce qu'effectivement les nouveaux outils sont là. Ils sont là pour aider et pour faire gagner du temps, pour faire autre chose pendant ce temps-là. Mais le moral des troupes, il n'est pas mauvais, mais ils sont pas non plus inconscients. C'est-à-dire qu'ils savent que c'est parfaitement difficile, c'est pas une période facile, mais ils se donnent les moyens de se former et de chercher des solutions et peut-être de bouger les choses pour faire en sorte que ça fonctionne. Parfait, très bien, merci beaucoup. Allez, alors maintenant on va entrer dans le vif de vos propositions. Alors, je ne sais pas comment vous posez la question dans les mêmes termes à chacun, hein, et surtout vous traitez comme vous souhaitez le sujet. Alors on va commencer par Philippe, par exemple. On va revenir à Philippe. Aujourd'hui, dans cette période, est-ce que on parlait des fondamentaux? Toi, tu as parlé de management. Est-ce qu'il y a un vrai mea culpa des patrons qui disent effectivement, allez, depuis 10 bonnes années, si c'est pas 15, il y a des choses qu'on a oubliées. Ça a été dit par Yann aussi. Il faut se les rappeler. Les fondamentaux des métiers, y compris techniques, fondamentaux du traitement du client, de la relation client, fondamentaux du management. Et sur ces bases-là, qu'est-ce que tu préconises, qui peut être commun à tous les métiers, ou peut-être spécifique, et tu peux être plus précis métier par métier. Une question aussi sur le management. On va manager des personnes qui ne pensent peut-être pas comme avant leur relation au travail. Alors je pense au télétravail. À une relation qui peut être beaucoup plus digitalisée avec son N+1. Comment on traite tout ça? Et d'ailleurs, une question qui vaudra pour vous tous, est-ce que vous recourez au distanciel dans vos formations, et déjà Philippe va répondre à cette question-là, dans vos formations, dans votre accompagnement, est-ce que le distanciel est une modalité ou est-ce que vous le mariez avec du distanciel ou est-ce que vous le bannissez? Voilà, donc quelques questions diverses pour Philippe, mais elles concerneront chacun à sa suite. Alors, les fondamentaux, Rosane parlait du marché, du métier de la transaction. Il y a quand même beaucoup d'enfants de la sélection naturelle, c'est-à-dire que les politiques d'onboarding ou d'intégration avec des cursus de montée en compétences sont vraiment minoritaires dans ces métiers. C'est-à-dire qu'on dit sont des enfants de la sélection naturelle, c'est-à-dire qu'on a gardé ceux qui produisaient et qu'on en a fait parfois des managers ou des managers de service dans les métiers d'ADB au dernier moment, dans la même logique, sans se préoccuper de savoir si on les avait montés en charge et si l'employeur avait donné les moyens de compétences pour y arriver.
Donc finalement, pour répondre à ta première question, est-ce que c'est une question de revenir sur les fondamentaux? J'ai l'impression que pour ceux qui prennent conscience, c'est surtout de définir et de venir aux fondamentaux. Il ne s'agit pas de revenir, puisque la plupart du temps, ils les ont jamais eus, les fondamentaux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de process métier. Tu as connu des univers comme moi où les process métiers étaient clairement référencés et étaient la voie du succès. C'est très minoritaire hein, dans ces métiers. Et donc, la première chose, c'est écrire des process, hein, si on parle de gestion de la relation client dans les différents métiers, quels sont les standards de qualité. On ne peut pas uniquement être dans la tradition orale. Notamment, la tradition orale, elle ne fonctionne que pour des TPE, pour des petites entreprises où il y a un patron omnicontrôlant, omniscient. Et de la stabilité des équipes. Bien sûr, et dès qu'on est entrepreneur en multisite, en multimétier, etc., ben, notre présence de patron ou d'associé, elle est disséminée au travers d'une atteinte plus grande. Et pour avoir des relais, ben, il faut processer, il faut écrire, il faut former en permanence les gens, il faut permanence les motiver. Donc, j'ai envie de dire, ta première question, c'est plus venir aux fondamentaux que revenir. Revenir aussi pour certains qui, effectivement, s'en étaient écartés parce que quand le marché était très facile, finalement, on pouvait s'exonérer des bonnes pratiques hein, ou des pratiques les plus efficaces, puisque ça marchait quand même. Ça marchait moins bien, mais ça marchait quand même. Donc, on pouvait s'en exonérer. Aujourd'hui, s'en exonérer, que ce soit les fondamentaux du management ou les fondamentaux pour les collaborateurs en utilisation métier, c'est difficile, surtout si on veut devenir se développer et pérenniser sa boîte, on peut pas y échapper. Voilà pour le rapport, en fait, ce qu'on note du rapport aux fondamentaux et de la façon dont ils doivent être hiérarchisés par, encore une fois, la direction générale et ventilés auprès de tous les collaborateurs pour qu'il y ait des bonnes pratiques communes qui soient partagées, même si le savoir-être de chacun, bien évidemment, est pas clonable et c'est souhaitable qu'il soit pas clonable. Télétravail et nouvelle génération de salariés, de collaborateurs, ça peut être des jeunes, quand on dit jeune génération, ou ça peut être des moins jeunes, mais qui ont pris le pli du télétravail, d'une distance par rapport au management, un rapport différent à l'entreprise. Comment on gère ça dans une agence immobilière, un cabinet de gestion, une équipe de constructeurs de maisons individuelles? En fait, alors moi j'essaye de pas travailler sur ce que je pense ou sur mon opinion personnelle, mais sur des éléments factuels de constat, j'allais dire statistiques, d'observation chez un grand nombre de clients. Globalement, la tendance aujourd'hui est de revenir sur le télétravail en termes de quantité. Parce que beaucoup se sont aperçus qu'il y avait des baisses de productivité, il y a des baisses de motivation dans l'entreprise. On sait que l'entreprise, c'est pas uniquement pour avoir un virement à la fin du mois, il y a toute une dimension de sens qui est très importante aujourd'hui, il y a une dimension sociale. Et on voit bien qu'aujourd'hui, c'est vraiment du sur-mesure le télétravail chez la plupart de nos clients. Pourquoi? Parce qu'il y a des populations qui sont plus à même de travailler en télétravail que d'autres. Il y a des situations individuelles, il y a des situations de vie qui font que certains peuvent être plus en télétravail. Mais globalement, pour répondre à ta question, la tendance est à revenir sur la volumétrie globale du télétravail pour revenir à du présentiel ou la machine à café ou l'échange dans les bureaux ou le déjeuner ensemble créer aussi du lien, créer aussi de l'échange professionnel ou non professionnel, mais créer des interactions qui, malgré tout, sont favorables à la motivation et à la performance professionnelle. Ton recours à toi, au distanciel, dans ton travail d'accompagnement de formation? Alors, mon recours au distanciel comme ce soir ou comme dans beaucoup d'actions, notamment pour des préparations du coaching individuel, puisqu'on est certifié en coaching au sens, non pas coaching en cuisine, mais on est certifié au sens du coaching technique, hein, parce que le coaching, c'est un terme qui est devenu à la mode, mais tout le monde en fait ce qu'il en veut. Le conseil et la formation, on s'en sert pour le coaching, on s'en sert pour le conseil, on s'en sert pour des phases préparatoires de formation, des débriefings de formation avec des dirigeants ou des managers, on s'en sert jamais pour la formation. Pour nous, la formation, 80% de la communication, elle est non verbale. Comme on travaille sur la méthode ou du savoir-être, on a besoin de voir les gens pour voir celui qui hésite à poser une question, celui qui est content d'être là, celui qui a envie que ça se termine. Donc, on est obligé d'avoir une interaction physique parce que ce sont des sujets qui sont trop épineux. Ce ne sont pas des sujets descendants, ce sont des sujets d'échange et le distanciel, et ce n'est pas une critique sur le distanciel, n'est pas adapté aux formations, mais par contre, il nous sert
Encore une fois, Henri est sur des phases préparatoires ou des phases de débriefing de ou d'entretien restitution, voilà. individuel ou en petit comité, mais sûrement pas pour animer des équipes qui, outre ce qu'ils acquièrent en formation, doivent ressortir aussi plus motivés. Parce qu'on parle beaucoup de la connaissance ou de ce qu'on apprend en formation. Nos clients nous payent beaucoup pour l'effet booster de la formation. Certains les ont appelés boosters d'ailleurs, en disant c'est marrant, quand ils sortent de là, ils posent plus de questions, ils osent plus, ils rendent plus de mandats exclusifs, ils font plus de ventes, si je prends le domaine de la transaction par exemple. Et donc on sait combien on paye, on sait combien on donne d'honoraires à Multiscore et on sait combien ça nous rapporte. La dernière chose, c'est qu'on demande à nos clients maintenant de quantifier ce qu'on leur coûte et ce qu'on leur rapporte en 2 colonnes. C'est-à-dire que la formation, sinon, on est sur de la croyance. C'est-à-dire, je pense que c'est utile ou je pense que c'est pas utile en termes de motivation. Et on va gérer le problème autrement. Vous allez le mesurer maintenant. Combien on vous facture et combien ça vous rapporte. Et vous allez voir, vous allez vraiment avoir envie de faire de la formation. Très clair. Alors pour finir, et avec beaucoup de liberté, si tu entres chez un client aujourd'hui face à une équipe qui t'est confiée pour qu'elle commence bien cette année 2025, quels ait les bons réflexes, avec certains qui ont moins le moral, d'autres qui l'ont. Vous avez parlé de cette diversité, des plus anciens, des moins expérimentés qui n'ont connu que l'eau de vagues. Allez, 2-3 conseils. Sur quoi tu Le résultat, tu les pensez lances? au résultat. Je vais répondre à ta question autrement. Les managers qui déterminent, par exemple, des résultats, on va prendre toujours la transaction. Qu'est-ce que tu espères faire comme chiffre d'affaires ou qu'est-ce que tu fixes comme objectif cette année? C'est un élément anxiogène pour la plupart des gens. Alors que l'objectif, il est fixé sur la base de quoi? Et donc, il faut se focaliser sur justement les fondamentaux, les méthodes, les moyens qu'on va mettre en œuvre quotidiennement pour arriver au résultat. Et si je mets en œuvre les moyens et les bons moyens, le résultat, il va découler. Et c'est beaucoup moins anxiogène. Il y a rien de pire que quelqu'un qui reste assis, qui se coule mulot sur son ordinateur, hein, qui le balaye sur le fichier client et qui se dit, mais finalement, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Comment j'organise ma journée? Comment j'organise ma semaine de travail? Quelles sont mes priorités? Ça, c'est une perte de temps et c'est terriblement anxiogène. En fait, ce qu'il faut, c'est avoir un plan de bataille, un plan d'action qui soit bien précis et de se dire, ben, si je mets les bons ingrédients dans la recette, la recette, elle sera réussie. Hein. Si par contre, bah, je respecte pas la cuisson et les quantités, il y aura pas de surprise. Hein. En fait, il y aura pas de surprise en fin d'année, ça marchera pas. Hein. Voilà. Donc, Ces objectifs, est-ce que tu constates face aux objectifs, parce que c'est un grand sujet, qu'ils soient en transaction, conquête de mandat, en gestion, enfin peu importe, chaque métier a les siens évidemment. Comment ont-ils été fixés? Est-ce que, avec toutes les incertitudes qu'il y a, on a plutôt passé la barre tellement haut qu'elle décourage aujourd'hui les collaborateurs? On les a écoutés, on l'a mise à un niveau réaliste. La question de la fixation des objectifs est importante. surtout de la mettre à un niveau réaliste et concerté, c'est-à-dire pour nous, les objectifs, c'est toujours une concertation entre celui qui est concerné par les objectifs et le manager ou la direction de l'entreprise. Et surtout, quel est le plan de développement individuel pour l'atteindre? Parce que c'est très bien de dire, je prévois de faire 300 000 euros hors taxe cette année. Mais la question surtout, c'est qu'est-ce que je vais faire? Sur quel point précis je vais travailler? Mmh. Est-ce que mon travail, c'est d'avoir plus de méthodes, plus de connaissances techniques, de juridiques, d'écouter plus, d'être plus convaincant, de mieux défendre les honoraires? C'est quoi aujourd'hui mes points de progression? Et chaque collaborateur doit avoir un plan de progression individuel qui doit être suivi. Et c'est le management de ce plan de progression individuel qui va conduire à l'atteinte du résultat, si le D'accord. résultat, bien sûr, a été fixé convenablement, bien sûr, préalablement. Autre conseil comme ça que tu donnerais au manager de l'équipe en question ou aux membres d'une équipe que tu as face à toi, une équipe commerciale, professionnelle? En revenir aux fondamentaux, appliquer les fondamentaux sans cesse, apprendre par cœur. Par exemple, on voit que ce sont des populations, on a vu la différence, par exemple, entre les agents immobiliers et les promoteurs. Depuis 40 ans que Multiscore existe, où les promoteurs, par exemple, ont fait l'effort d'apprendre par cœur. Dans la relation client, par contre, les questionnements, les traitements des objections, etc. Yann connaît bien aussi cette thématique. Ce que n'ont jamais fait les agents immobiliers, qui ont toujours cru au talent, à la bonne pirouette au bon moment. Mais ça fonctionne pas en fait. Ce qui fonctionne, il y avait un grand entrepreneur qui disait, depuis que je travaille beaucoup, c'est fou ce que j'ai comme chance.
Et on reprend souvent cette maxime en disant, bien évidemment, c'est pas la chance. Quand on voit les gens qui réussissent, quelle que soit leur fonction, leur niveau, il peut y avoir un peu de chance ou de concours de circonstances ou de se lancer au bon moment. Mais ce qu'on voit surtout, c'est du travail, en fait, c'est de la méthode. Ce qui permet même d'improviser, c'est d'avoir un cadre. Ce qui permet à Lucchini ou à Danny Boone d'improviser un moment dans le spectacle, c'est qu'il connaît tellement bien son spectacle à l'endroit ou à l'envers. Et ce qui n'est pas le cas aujourd'hui de ces populations qui, pour 99% d'entre eux, sont très approximatives sur la performance de base. On me dit dernière chose, donc je rappelle, vous savez que je reçois les questions d'un chat et donc il m'appartient de les utiliser, de les filtrer aussi. Notamment, je ne pose pas les questions qui ont déjà été posées. Il y a quelquefois des participants qui sont pas assez attentifs. Mais celle-là, effectivement, on me dit, alors c'est vrai en transaction et dans les autres métiers, la concurrence se renforce. Le sentiment que la concurrence dans cette période, elle est plus violente. Bon, c'est classique, le marché se réduit, et avec d'ailleurs une phrase intéressante, y compris des compétiteurs qui ont l'autorisation à titre accessoire et qui ont des métiers forts et reconnus par ailleurs, commissaire de justice, avocat, notaire, expert comptable, et qui sont rompus aux fondamentaux. Alors c'est une phrase intéressante, c'est-à-dire qu'on reconnaît que ces compétiteurs, pour certains, sont très compétents. L'objection de la concurrence, comment tu la vis aujourd'hui chez tes clients? Ça vaudra aussi pour ceux qui vont répondre après toi. Est-ce qu'ils sont plus à vif sur la concurrence et la question de la confraternité que j'évoquais tout à l'heure entre vous, mais est-ce qu'elle se dégrade dans cette période ou est-ce qu'on se dit, alors je pense au partage de mandats exclusifs, c'est un signe de confraternité, est-ce que c'est un réflexe plutôt plus naturel ou au contraire on se dit c'est dur, je me garde ce que j'ai eu le mérite d'avoir et terminé? Je veux dire que nos clients, pour répondre à cette question, en fait, ils se concentrent encore une fois sur eux, pas sur la concurrence. Connaître sa concurrence, c'est important de benchmarker et de savoir qui on a autour de soi. Après, l'effort, en tous les cas, pour les entreprises qu'on conseille et qu'on accompagne, elle est toujours sur l'ADN et sur les spécificités de l'entreprise. Il y a jamais de coups bas ou d'éléments critiques sur les concurrents. On ne parle pas des points faibles du concurrent, on parle de nos points forts, y compris quand le client tend la perche en disant j'ai rencontré un tel, dites donc, voilà, pourtant jamais la perche n'est prise. En tous les cas, c'est pas la politique des entreprises, c'est de se dire on se concentre sur nos facteurs d'efficacité. Certes, on connaît notre concurrence, on est capable de marquer des différences, mais les différences, on les fera non pas en parlant du concurrent, mais en parlant, nous, de nos spécificités, de nos points forts et des avantages qu'on va procurer aux clients. Très clair. Allez, Yann, après Philippe, l'ordre est inattendu, c'est comme ça, c'est la liberté de l'animateur. De toute façon, vous devez être prêt à chaque instant. Je suis sûr que vous la prenez à vos professionnels face à vous. Yann, tu as créé, tu l'as évoqué tout à l'heure, il y a longtemps, un club de patrons qui ont vocation à être performants et à travailler sur leur performance. Ces patrons-là, tu les suis depuis des années. Tu les as vus traverser d'autres crises, pour certains, d'autres non, sans doute, plus récents. Tu as mis au cœur de ton premier propos le management. Qu'est-ce que tu leur apprends aujourd'hui de différent? Est-ce que cette période induit une évolution du management? Est-ce que, alors tout à l'heure je poserai la question, mais à d'autres, parce que tu n'as pas dans tes clients des réseaux de mandataires, mais on me dit comment on manage des indépendants. Je la poserai par exemple à Rosen ou à Martin. Voilà, quelle attitude aujourd'hui face à un défi inconnu pour beaucoup d'entre eux, de la part de ces patrons que tu suis, t'accompagnes, et tu nous as fait une typologie, les 40%, 40, 10, 10, on a bien en tête. Quel qu'il soit, quelle solution managériale tu leur proposes, que tu ne leur proposais pas par le passé? Alors, comme tu le sais, seul on va vite, ensemble on va plus loin et plus longtemps. Donc, la genèse du Club Patron, c'est de réunir 5 fois par an, Saint-Tropez, Marrakech, Paris, Lyon, Nantes, un éventail représentatif de patrons. Alors, tu parlais de confraternité, ils ne sont pas concurrents, d'accord? Ils viennent chercher des idées, des solutions, mais ils viennent échanger et partager les bonnes pratiques, sans sujet tabou. Ils peuvent être pour certains sur les mêmes marchés? Pardon? Ils peuvent être sur les mêmes marchés? D'accord. Mais il y a un respect. D'accord. Il y a un respect mutuel.
Et on veille, nous, quand on intervient, par exemple, dans 2 grandes villes, alors pas dans une petite ville de 5000 habitants, mais si on a plusieurs clients sur Lyon, bon, bah, on fait en sorte que un consultant de V2I intervienne pour un client et un autre pour l'autre. Voilà. Mais c'est jamais la même chose. Par exemple, on est une agence de com, ils n'auront pas les mêmes supports, ils n'auront pas les mêmes flyers, et ils se voient, ils déjeunent, ils dînent, c'est très confraternel. Mais ce club patron a pour objectif donc d'échanger, de partager dans la bonne humeur, et les gens viennent chercher uniquement de la positive attitude. Il n'y a pas de message négatif. En fait, c'est un maillage de souris blanches de laboratoire, avec, il y a toujours parmi eux quelqu'un qui tente quelque chose. Car mon métier, c'est d'apporter un regard novateur. Alors, par exemple, il y a 2 ans, parce que tu nous as demandé, sans sujet tabou, des clés, il y a 2 ans, en regardant la catastrophe de Notre-Dame, il y avait un reportage sur les compagnons. Donc, je me suis dit, tiens, compagnonnage, c'est intéressant, c'est impactant. On va regarder ce qui existe dans l'immobilier. Bref, nous avons déposé, après plusieurs mois, le concept de maître compagnon. Ça veut dire que nos clients aujourd'hui, tous ceux qui font appel à nous, sont des maîtres compagnons de l'immobilier. Donc, ils peuvent s'enorgueillir aujourd'hui d'avoir ce statut, c'est déposé, ok. Et les collaborateurs, que ce soit en gestion, en syndic, bon, vont avoir ce qu'on appelle des livres blancs. Comment comprendre la relation syndic, comment comprendre la relation bailleur, comment comprendre la relation quand on est vendeur avec son conseiller, etc. Mais l'objectif est de donner à des collaborateurs un sentiment de fierté et d'appartenance. Et tu parlais d'un mot qui est la différence, de donner à ses clients une notion de différence. Et nous, on dit aux gens, il ne faut pas avoir comment dirais-je, de complexe. Rosen parlait de taille. Nous, on a des clients qui ont qu'une seule agence, d'autres qui en ont 200. Okay, et on dit toujours, ce n'est pas la taille qui compte, c'est la dimension. Mais ce qui est important dans nos interventions, c'est qu'il y a un mot. Le mot, c'est le mot gâche. Aujourd'hui, nous sommes dans une société où nous gâchons. Et quand on intervient en gestion, en syndic, en transaction, bref, dans tous les métiers, il y a une profonde gâche. Parce que les gens confondent la gestion du temps avec la gestion des priorités. Alors nous, avec des mots que connaît Philippe, on manage par ce qu'on appelle le management des 3 P. Le problème, le projet et le pognon. Donc la première question à demander à un client, c'est quel est son problème, quel est son projet et est-ce qu'il a de l'argent pour le financer. Mais on a supprimé le mot visite, on part vendre, on a supprimé le mot estimation, on part expertiser et rentrer un mandat exclusif. Et dans la chaîne, par exemple, d'innovation, les clients les plus productifs ont segmenté l'activité transaction, par exemple. Il y a une équipe qui rentre le mandat exclusif à 95% et une équipe qui la sort. Alors, comme on aime bien les chiffres quand même, ça donne des 6 mandats en septembre pour les meilleurs négos. Le mois d'octobre, il fait 8. Le mois de novembre, il fait 10. Alors, quand on donne ces chiffres-là, ça paraît stratosphérique, ça paraît complètement inhumain. C'est la réalité. Parce qu'un commercial, c'est un sportif de haut niveau. On le traite chez V2I et avec nos clients comme des sportifs de haut niveau. Donc, on s'attache à bien les recruter, mais surtout, 50% d'un échec de recrutement vient du mauvais choix et 50% vient d'un problème d'intégration. Donc, ce sont des gens qui sont intégrés, qui sont coachés, qui sont formés. Philippe parlait d'apprendre par cœur. On leur balance des mini-books sur toute la chaîne, les objections, la rentrée de mandat, bref, ils en bouffent, ils s'enregistrent. Et on en revient à ta question. 90% de nos clients aujourd'hui sont allés vers le salariat. Certains ont des agents co. On manage les agents co avec toutes les précautions qu'il convient d'avoir sur les équipes. Préserver leur indépendance. On les manage comme les commerciaux classiques. Ils arrivent à l'heure, ils assistent aux réunions. Mais surtout, une fois qu'on a parlé de gâche, nous, on a mis l'église au milieu du village. L'église, c'est le client. Le village, c'est l'agence avec les équipes. Et ce qui fait que, une fois qu'on a parlé de maître compagnon, on a créé des concepts. Philippe parlait de certains concepts. On a créé, déposé MRC,
maître de la relation client, avec ce qu'on appelle la technique APA, avant, pendant, après. On fait en sorte que, avec des écrits, avec des supports, les clients soient pris en charge avant le rendez-vous, pendant les rendez-vous, après les rendez-vous. Il y a une chaîne qualité. On suit les clients. Alors, on les suit comment? Avec, par exemple, des solutions pratiques. C'est-à-dire que toutes les semaines, tous les 15 jours, les clients vont recevoir des solutions pratiques. Les clients vont, comment dirais-je, l'important, c'est de jouer la transparence. Les collaborateurs arrivent en clientèle et ils vont expliquer le marché. Voilà. Donc, il n'y a pas un collaborateur qui arrive avec la tchatch. C'est tout est formaté pour avoir préparé le rendez-vous, pour rendre le rendez-vous accessible, compréhensible au client et ensuite poursuivre le client. Parce que la pire des choses, la gâche, aujourd'hui, elle vient de quoi? Et nous avons des clients qui font du syndic, de la gestion. Aujourd'hui, il n'existe que très peu de passerelles entre les services. Nous, on réunit les passerelles. On coach, on forme les services syndics, comme les services gestion, comme transaction, avec le même volet. Et on leur apporte beaucoup, 50% de nos interventions auprès de ces populations, c'est l'aspect mental. Il faut savoir, par exemple, qu'en ce moment, avec le marché qui se durcit, les états des lieux, c'est compliqué. Il y a de la violence verbale. Il peut même y avoir de la violence physique. Eh bien, on va apprendre à des collaborateurs ou des collaboratrices, par exemple de la gestion, à avoir les bons mots, les bons comportements, et certains à avoir les bons gestes, parce que on peut prendre une gifle, on peut être séquestré, on va jusque-là. C'est terrible. Et donc, quand on est dans une ville comme Lyon, on peut peut-être se dire qu'on va trouver un gestionnaire, mais quand tu es dans une ville comme Redon, pour trouver un responsable de gestion qui décide de dire moi je viens plus travailler parce qu'on m'a menacé de mort parce que je voulais garder la caution, c'est compliqué. Bref, aujourd'hui, notre rôle par rapport à ce club client, c'est de faire un maillage et d'apporter tout un tas de nouveautés en termes de méthode, donc les fameux fondamentaux, en termes d'outils, et de travailler énormément, Philippe l'a souligné, avec ce qu'on appelle la culture de l'écrit. Tout ce qui est dit est écrit, tout ce qui est affirmé est prouvé. Est-ce que ça, c'est fondamental. Tu parles de tes clients et de cette méthode comme s'ils l'avaient toujours utilisée. Est-ce que tu souscris à l'idée qu'il y a un resserrage de boulons à faire en ce début d'année 2025 sur ces pratiques? Est-ce que depuis 10 ans, 15 ans, ces pratiques, même quand on était suivi par un formateur comme toi, finalement, on les a un petit peu affaiblis et il faut... ce que j'appelle resserrer les boulons, se remettre sur oublier un peu le talent, c'est ce que disait Philippe, et en revenir un peu à des méthodes beaucoup plus carrées. Tu parles aussi du suivi du client, et j'allais te dire les fichiers clients ou les datas, si on veut parler de manière un peu plus moderne, est-ce qu'on n'en revient pas à s'y intéresser là où on les a délaissés? Mais aujourd'hui, si tu veux, et encore une fois, chacun défend ses valeurs, mais il faut arrêter de mentir aux gens. Il faut arrêter de dire qu'il faut arrêter d'aller sur le terrain pour entrer du mandat. Il faut arrêter de dire que le mandat exclusif, ça sert à rien. Il faut arrêter de dire qu'on peut refaire le monde avec juste une application. Non. Là, encore une fois, aujourd'hui, l'humain, c'est l'humain. Faut pas oublier, et je respecte Martin quand il fait ses formations IA, et comme Rosen, je n'interviens pas en formation IA, je ne connais pas ce métier, d'accord? Par contre, je connais bien l'humain, et je sais qu'aujourd'hui, quand on donne, par exemple, un kit sécurité à un collaborateur pour aller en clientèle, quand tu viens donner de la main à la main un kit sécurité, ou quand on vient donner, parce que nous, nos clients, on nage à contre-courant. Par exemple, quand on nous a dit le monde digital, c'est merveilleux, nous, on a expliqué à nos clients il y a quelques années qu'il fallait créer des magazines papier. Bon, ces magazines ne sont pas que des magazines d'annonces. On raconte la vie de l'entreprise, des témoignages clients, des portraits des réussites, des portraits de commerçants, etc. Pourquoi? Pour qu'il y ait une prise en main. Et en fait, il faut donner aux collaborateurs l'envie d'aller sur le terrain, l'envie de se sentir non pas coupable, mais de se sentir utile. Et donc, les collaborateurs aujourd'hui, on le sait, et même la nouvelle génération, a besoin d'avoir du sens. Bon, alors, quand tu vas poser un panneau, ce panneau rapporte 15 € à la Ligue contre le cancer ou 50 € à la SNSM, ça donne du sens.
Quand tu vas donner des solutions pratiques, comment nettoyer son jardin en mode éco-responsable, ça donne du sens. Il y a des mots, mais il y a des actions. Donc, les fondamentaux, chez nous, et je pense que chez mes confrères, c'est pareil, on les travaille avec des outils. Parce qu'il faut donner aux collaborateurs l'envie d'aller rencontrer les gens et l'envie, avec fierté, de pouvoir regarder quelqu'un droit dans les yeux. Et ça se passe très bien. Parfait. Merci beaucoup. Rosen, même question, je ne le répète pas. Peut-être un focus sur le pilotage, le management des indépendants. Vient d'en parler, mais c'est une population que tu as peut-être de manière beaucoup plus significative dans ta clientèle. Tu parlais de réseaux, d'assemblées d'indépendants qui viennent te voir pour des formations. Oui. Donc, cette population-là, quel conseil on peut lui donner, sachant que réunis dans des réseaux, ils ont une forme de management, d'accompagnement, ou en liaison avec des agences, il y a aussi une forme d'accompagnement, mais une distance qui n'est pas la même, et un lien qui n'est pas le même, évidemment, que celui des salariés. Voilà, et très, très librement réagir à ce que tu as pu entendre pour le nuancer, le compléter. Et je voulais aussi te demander si tu voyais une différence de comportement. Alors, tu interviens en Bretagne, tu interviens en Vendée, Paris, région parisienne, en tout cas le réseau dans lequel tu es. Est-ce qu'il y a une différence de comportement, des choses qui ont pu moins se relâcher, plus se relâcher, selon que les marchés étaient plus tendus ou moins tendus? Est-ce qu'il y a des différences d'atouts en main, certains qui en ont plus que d'autres, parce qu'au fond, ils ont moins délaissé peut-être des fondamentaux, ils ont plus travaillé sur un certain nombre de choses? Alors, déjà, pour ta première question concernant les agents co, les mandataires ou agents co, c'est la même chose. Hein. Les mandataires sont agents co. C'est vrai qu'on ne les manage pas, on les anime. C'est toute la difficulté. Moi, j'ai traversé aussi des périodes où je travaillais dans un réseau où il y a eu effectivement des requalifications. J'ai quand même une ou deux agences qui ont fermé à cause de ça. Donc, je suis assez vigilante là-dessus. Mais en fait, un agent co qui a envie de faire les choses va lui proposer et il va participer. Donc, je suis d'accord, il sera aux réunions, etc. Mais il faut faire attention à la façon dont on lui amène les choses. Il va le faire par choix délibérément, voilà. Il n'y a pas de consigne. Il faut l'inviter à faire des choses, il faut lui donner la possibilité d'utiliser certains outils, mais jamais, au grand jamais, ne lui imposer. C'est hyper dangereux. Et en plus, ils ont choisi souvent ce statut parce qu'ils veulent avoir cette liberté. Donc, ils veulent ils sont compliqués, hein, parce qu'ils veulent avoir cette liberté, mais ils veulent aussi bénéficier des outils et d'un soutien et d'accompagnement. Ils ne veulent pas, quelquefois, rester tout seuls. Donc, ils se regroupent. Moi, quand je fais des formations, des fois, avec des mandataires, c'est des mandataires qui appartiennent pas au même réseau, mais qui ont l'habitude de travailler entre eux pour justement de l'intercabinet, quelque part, et qui montent des formations. Ils sont dans des réseaux séparés, mais ils ont envie de travailler sur une même thématique, parce que je fais beaucoup de formations aussi avec des thématiques spécifiques qui nous sont demandées. Donc, par rapport à ça, vigilance sur l'animation, c'est pas du management, c'est l'animation, mais on utilise des outils similaires, sauf qu'ils vont être proposés et surtout pas imposés. Voilà. Oui, important dans cette période où on pourrait être tenté peut-être de resserrer les liens au point de les déformer. Hein. L'indépendant doit rester indépendant. C'est très précieux. Ça c'est capital. Hein, c'est capital. Ouais. Et puis, j'ai la chance de travailler aussi avec des jeunes en licence pro. Donc, ils sont des jeunes qui sortent de formation et qui sont les négociateurs et les managers de demain. Et donc, moi, ça m'intéresse beaucoup parce que ça me permet de voir que demain, ces jeunes, je vais les retrouver en agence. Et c'est vrai que ce sont des générations qui ont un petit peu évolué par rapport à la façon dont on travaillait auparavant. Donc, ils sont en demande d'autres choses. Ils sont en demande beaucoup d'accompagnement humain. Je les vois aussi quand je leur donne du travail à faire. Ils essayent d'avoir cette proximité. Ils veulent utiliser les nouveaux outils, mais ils veulent pas faire n'importe quoi. Donc, c'est vrai que la performance, moi, j'ai plutôt tendance à parler pas d'indicateurs de performance avec eux, mais d'indicateurs de réussite. Parce que la performance induit forcément des histoires de chiffres, de compétition, et beaucoup ne sont plus là-dedans. Ils sont dans le travail bien fait? Ils sont dans le geste? Oui, ils sont dans le travail bien fait, ils sont dans la satisfaction du client, ils sont dans le fait d'arriver à la fin de la journée en se dire « Waouh, super, j'ai fait un truc, c'était ça que je voulais faire, etc. » Mais on a, enfin, de ce que je vois, hein, je n'ai pas la science infuse, et puis c'est les clients avec lesquels je bosse, c'est pas tellement l'objectif financier qui va les intéresser, c'est ce qu'ils vont faire avec cet argent. C'est-à-dire la réussite, la satisfaction et à quoi ça sert de gagner de l'argent.
C'est pas donc leur donner des objectifs financiers ou très chiffrés, c'est quelquefois un peu compliqué pour eux à entendre. Ceux qui entrent aujourd'hui, c'est intéressant de parler des plus jeunes. Oui, c'est moi qui vais te dire l'inverse. Donc, tu as face à toi qui sont en alternance, mais qui sont en licence professionnelle, par exemple, ou en master. Ils entrent dans le métier. Alors, on dit beaucoup de choses sur la jeune génération. Elle serait moins engagée, cynique, tout ce qu'on veut. J'ai pas entendu tout ça de votre part, et ça me va bien. Est-ce que ce qu'on appelait les fondamentaux tout à l'heure, tu en as parlé, la première, le recentrage sur la technique aussi des métiers, mais tes confrères ont parlé de process, on parle bien de méthode et de rigueur. Cette génération n'est pas hostile à la méthode, à la rigueur et à un cadre d'exercice rigoureux. Voilà, non, ils ne sont pas du tout hostiles parce que ça les rassure. C'est-à-dire que, effectivement, les process et tout ça, au contraire, on leur demande d'avoir de la rigueur parce qu'en fait, la rigueur et l'investissement dans des process fait que c'est rassurant malgré tout. On sait où on va. Et donc, effectivement, c'est un peu le conseil que je donnerais, c'est que quand on va dans des périodes comme ça où on est dans le flou, le fait de se raccrocher en se disant, OK, voilà comment je vais faire, voilà où je vais, et voilà quelles sont les étapes que je dois atteindre, enfin, en tout cas, que je dois traverser pour arriver à cet objectif-là, ça les rassure. Parce que le flou, c'est effectivement, comme disait mon collègue, si tu ouvres ton agenda le matin et que tu sais pas ce que tu vas faire de ta journée, c'est un vrai problème, c'est pas normal. Donc, le fait d'avoir cette rigueur, d'avoir cette exigence avec soi-même, d'accord, pour se dire, OK, je sais ce que j'ai à faire, je dois le faire bien. Est-ce qu'ils ont, alors, en transaction, mais il y a aussi des effets en gestion et bien sûr en construction de maisons individuelles, en promotion, réduction très forte du marché sur le neuf, forte également sur la revente et des conséquences, notamment sur la difficulté à faire passer la rénovation énergétique en gestion. Les jeunes aujourd'hui, ou les moins jeunes, est-ce qu'ils ont le sentiment, c'était cité tout à l'heure, qu'ils travaillent quand même sur une matière très résistante, c'est-à-dire que c'est un marché de besoin, les immeubles, il faut les gérer, ils sont là, les transactions, on en a besoin même si on peut les différer, et est-ce qu'ils ont conscience qu'il y a des atouts qui sont attachés à ça? Alors, c'est plus que ça. Quelque part, l'immobilier, c'est quand même un métier qui n'est pas délocalisable. Donc, de toute façon, moi, c'est ce que je leur dis. Je veux dire, compte tenu de ce qui se passe, ceux qui sont vraiment dans cette volonté de qualité et cette volonté d'investissement, ils ont un boulevard devant eux. Ils ont un boulevard parce qu'on a vraiment besoin de ces talents-là, de jeunes qui vont bosser, qui vont s'investir et qui sont nécessaires pour faire tourner les agences. Donc, après, il faut qu'ils se forment, ça c'est clair, ils sont jeunes, ils ont plein de choses, ils se remettent en question. Et puis, après, en termes de modalités de formation, si on parle sur cette deuxième thématique dont tu avais parlé, je privilégie le présentiel. La plupart de mes clients privilégient le présentiel, mais on a aussi des modules e-learning. Et ce qu'on a mis en place et qui fonctionne aussi très bien, parce qu'il y a aussi cette partie individualisation de la formation. Les gens, ils veulent pas avoir la formation de tout le monde. Ils se disent, mais non, moi, j'ai des besoins personnels. Ça m'intéresse pas de faire une formation sur ces trucs. Ce qui est un peu compliqué aussi pour les responsables d'agence, c'est de proposer des formations qui conviennent à un maximum d'individus. Donc, en fait, ce qu'on a monté, c'est, ils font du e-learning en tout seul, en auto-formation. C'est pas des vidéos, hein, c'est des choses interactives et tout, comme ça ils prennent le temps, ils les font quand ils ont envie. Et ensuite, derrière, on organise des classes virtuelles, mais des toutes petites classes virtuelles avec maximum 5 personnes qui permettent de répondre aux questions, d'aller sur des cas pratiques et d'aller justement et de partager des choses beaucoup plus personnalisées par rapport à leurs besoins. Sur la formation présentielle, surtout, mais même distancielle, tout à l'heure, à écouter tes deux prédécesseurs, à la prise de parole en tout cas, bon, on a le sentiment, la conviction d'un attachement à la formation. Alors moi, j'ai envie de mettre un peu le pied dans le plat. Est-ce que vous ne voyez pas que les bons élèves, et là, j'invoque ton passé récent dans des réseaux divers et variés, c'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a quand même pas le réflexe aujourd'hui, alors ils sont peut-être pas avec nous ceux-là, donc ils ne nous entendent pas, mais de dire c'est le meilleur moment pour investir dans la formation, et est-ce qu'un patron n'a pas le réflexe de dire c'est le
pire moment pour que je fasse perdre du temps hors du métier à mes négociateurs ou à mes gestionnaires? Alors, je dirais non. Je dirais non parce que justement, les patrons se posent vraiment la question sur… Là, on est quand même dans une phase où on espère que bon. Ils se disent, j'ai déjà perdu suffisamment d'argent, parce qu'ils en ont quand même perdu pas mal. Je suis en difficulté. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Et là, ils préparent leurs troupes à la reprise. Donc, effectivement, ceux qui ont une vision un petit peu plus lointaine, c'est en ce moment qu'ils sont en train de se dire, OK, il faut que je forme mes troupes parce que la reprise arrive, il faut qu'elles soient prêtes et qu'ils ne soient pas justement en formation, qu'ils se soient déjà fait de manière à ce qu'ils soient opérationnels sur le terrain. Très clair. Une question, elle me tient à cœur, c'est le président de l'Istigo qui parle, mais je le dis aussi au nom de la MEPI, avec confraternité, le partage de mandat exclusif. Alors, partager, on peut le faire dans tous les métiers, mais c'est vrai que dans la transaction, c'est un acte extrêmement engageant, hein, et on sait qu'on a du retard là-dessus. On a une matière première de choix, un mandat exclusif. Par les temps qui courent, est-ce que pour trouver un acquéreur qu'il est plus difficile de trouver, on a le réflexe de le partager, ou est-ce que ça ne progresse pas véritablement, ce réflexe du partage? Alors, je vais te faire une réponse qui va peut-être pas forcément être celle qu'on attend tout le temps, mais avant même de partager, il faut déjà en rentrer. Certes. Et on a déjà une grosse difficulté à ce niveau-là. Et exclusif. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que rentrer le mandat exclusif, c'est déjà tout un parcours du combattant pour certains. Et puis, c'est être persuadé que le mandat exclusif, c'est la chose qu'il faut pour le propriétaire vendeur. Oui, première phase. C'est-à-dire que s'ils sont pas eux-mêmes convaincus que c'est ce qu'il faut, effectivement, ils ont du mal à être convaincants. Donc, après, une fois qu'ils ont pris le pli, oui, et c'est rentré dans la culture de l'entreprise et qu'ils rentrent régulièrement du mandat exclusif et qu'ils ont des bons ratios de mandat exclusif, ils sont pas hostiles du tout à les partager. Mais c'est quand même une étape importante de franchir, c'est voilà, mandat exclusif, il faut que j'en prenne déjà, et puis que je les travaille. Dernière question avant que Martin ne s'exprime. Est-ce qu'on a davantage le réflexe de prendre un mandat exclusivement, c'est-à-dire d'avoir la totalité de la confiance de la part du client, quitte ensuite à le partager et à multiplier ses chances, mais est-ce qu'on se dit, les temps sont durs, je mets toute mon énergie, mais je veux que ce mandat soit exclusif, plus que par le passé récent? Oui, je pense. Je pense que en fait, c'est une façon de sécuriser aussi le chiffre d'affaires, se dire j'ai le mandat exclusif. Alors d'abord, c'est un partenariat avec le vendeur, évidemment, c'est pas une obligation. Le risque, c'est effectivement de se retrouver avec certains confrères qui vont prendre un mandat exclusif surcoté en termes de prix pour pouvoir le prendre, en fait, pour pouvoir l'obtenir, et qui font des évaluations qui ne sont pas tout à fait au marché. C'est aussi un peu contre ça pour ça qu'on ne se pas. Mais c'est un vrai partenariat, c'est une vraie mise en confiance. Ça fait partie des piliers de notre métier. Et puis, pour moi, les deux piliers du métier qui font que ça va fonctionner aussi, c'est la prospection, c'est-à-dire toute forme de prospection, en utilisant tous les outils qui existent, y compris les outils IA et compagnie, parce que ça va nous aider. Et puis le suivi. Et le suivi, et aussi, on a, voilà. Et c'est une fois qu'on a ça en place, la prospection, le suivi. Là, j'étais en formation aujourd'hui, tu vois. Je me dis, à un moment donné, j'ai mis les pieds dans le plat. J'ai dit, mais attendez, un acquéreur ou un client qui a appelé ou qui a pris un contact, c'est anormal qu'il ne soit pas recontacté dans la journée. C'est juste pas entendable pour moi. Donc, c'est prospection suivie, et à partir de là, les choses, elles sont déjà beaucoup plus cadrées. Merci beaucoup. Martin, il en faut un dernier dans une série d'interventions. Voilà, puis c'est ton bizutage, tu le dernier arrivant à ta profession. Non, plus sérieusement, c'est vrai que je vais intervenir en dernier, tu as été cité par les autres. Il y a une spécificité, tu l'as dit, on va dire des outils que tu proposes. Alors, même question aujourd'hui. Quel conseil tu donnes? Qu'est-ce qui passe, qu'est-ce qui porte en dehors de la nouveauté, hein, qui intrigue et qui dit allez, qui fait dire on va aller se former? Qu'est-ce que c'est que ça? Quels sont les métiers, tu as cité, qui sont les plus demandeurs? Est-ce que c'est aussi un outil de management, l'IA? On a entendu de ta part que c'était un outil pour faire les métiers plus aisément, plus vite, plus agréablement. Est-ce que ça peut aussi être l'outil de management? Et puis, un outil de relation client, surtout. Je voudrais que tu insistes là-dessus. Complètement. Relation client, j'y viendrai dans un deuxième temps. Mais sur la partie management, est-ce que c'est un outil qui aide au management? Oui, mais c'est pas évident. On peut aujourd'hui tout à fait utiliser l'IA, en effet,
entendez parler de relance, on en parlera sur les prospects et les clients. Ça peut être le cas aussi pour des collaborateurs, pour leur préparer des contenus de formation, pour les relancer sur des choses qui n'ont pas été faites. Moi, j'en ai plein en interne. J'utilise beaucoup d'IA aussi pour ça. Bah, je vous ai demandé 4 fois de me faire le compte rendu de la formation, je l'ai pas eu. Bah, en fait, la 5e fois, c'est l'IA qui va le faire parce que moi, j'y penserais pas. Donc, oui, ça peut être un outil qui aide au management. C'est surtout un outil qui va bouleverser pour moi le management. Est-ce que tu peux le définir d'ailleurs? Parce que j'ai présupposé, c'est une faute, que tout le monde savait ce que c'est. Alors, IA, qu'est-ce que ça veut dire déjà? Tu vas nous développer de lettres. Intelligence artificielle. Bon, voilà, intelligence artificielle. Et si on veut atterrir sur l'immobilier, avec des illustrations, hein, que sont ces outils? Là, tu viens de donner une illustration, il y a un compte-rendu qui n'est pas fait, il faut le faire. Mais comment j'en arrive à ce qu'il soit fait avec l'IA? Qu'est-ce que c'est l'IA? Bien sûr. Pour faire de manière très simple, en 3 phases. Bon, l'IA, c'est très, très vieux déjà. On parle des premiers modèles d'IA dans les années 40. Donc, ça remonte et je n'étais pas né à cette époque. Donc, je me souviens pas exactement à quoi ça ressemblait, mais c'était des premiers algorithmes qui. Pas là-dessus, n'insiste pas. Non, oui. j'ai pas dit que tu étais né. Mais, non, mais c'est la première fois quand on parlait de ça. Ce qui se développe beaucoup dans les années 90, qui nous touche dans l'immobilier, c'est ce qu'on va appeler tous les outils de machine learning, autrement dit, d'IA prédictive. C'est le cas de Meilleur Agent qui arrive à vous prédire vos prix. C'est une intelligence artificielle qui va analyser des centaines et des centaines de milliers de données pour essayer de prédire la prochaine donnée. Par exemple, je vais analyser les 100 dernières transactions qu'il y a eu dans la rue de Courcelles ou à Martin. Et donc, je peux à peu près imaginer le prix de la 101e, si je prends en compte aussi d'autres critères, etc. Et la grosse révolution qui existe depuis 2 ans, et notamment la révolution de ChatGPT, que vous avez tous dû voir arriver sur vos téléphones et sur vos écrans, c'est plutôt ce qu'on va appeler l'IA générative. Et là, pour le coup, c'est des cerveaux artificiels qui sont entraînés avec beaucoup de données et qui peuvent rédiger du contenu. Et par exemple, je te donne un exemple très facile, le contenu typique d'un transactionnaire, c'est de dire, je sors d'un rendez-vous avec un prospect, disons, ou je sors d'un rendez-vous, oui, par exemple, avec un prospect. On a fait une première visite, je prends mon téléphone à la fin de la visite, je parle à mon IA, donc je lui dis, tiens, c'est Martin, je suis agent immobilier, je viens de visiter pour Monsieur Bugicazo, on vient de visiter un T2, etc., etc. Je lui donne tous les critères et à la fin, je dis, en tant qu'IA, tu vas me faire un compte rendu par mail très précis. Et puis à la fin, tu rappelleras à mon prospect mon offre de service, mes honoraires, etc. Et ça, ça vous permet de générer du contenu et d'organiser du contenu en un temps record. Parce qu'aujourd'hui, je sais pas, sans IA, quelle est la part des agents qui, dans les 10 minutes qui suivent la visite, font un compte rendu précis, détaillé, organisé? Je pense 0. Avec de l'IA, tous ceux qui apprennent à utiliser un petit peu d'IA, ils réussissent à faire ça assez facilement. Donc, c'est vraiment tous ces outils qui permettent de générer. Je génère de l'annonce, je génère des mails de relance, je génère du contenu pour me mettre un petit peu en avant sur les réseaux sociaux, etc. Et ça va même plus loin, c'est qu'on peut utiliser, on le voit beaucoup d'agents notamment qui l'utilisent comme un coach. Comme un coach, c'est de dire, en fait, tiens, on va jouer à un jeu de rôle. Toi, qui est mon IA, qui réussit à générer du texte, qui génère de l'interaction, etc. Tu vas te mettre dans la peau du vendeur. Tu vas te mettre dans la peau du vendeur et moi, je vais négocier avec toi pour te faire comprendre que tu dois me donner un mandat exclusif. Et donc, il donne plein d'infos comme ça, ChatGPT par exemple, sur le vendeur. Sache que le vendeur, on a déjà parlé un petit peu, il pense que la maison, faut la lister à 500 000 euros et pas 1 euro de moins. Il est très attaché au bien. Vous donnez plein de caractéristiques à votre IA et vous lui dites, maintenant, on rentre dans un jeu de rôle. Je suis agent immobilier, tu es vendeur et je dois te convaincre. Et là, l'IA, elle parle avec vous, etc. Donc, des cas d'usage comme ça en tant que l'IA, comme j'ai tout le temps comme super assistant, on en parlait tout à l'heure, qui fait passer un peu moins de temps sur les écrans et plus de temps sur le terrain, c'est comme ça qu'il faut l'utiliser. Et sur la partie management, comme je disais, alors là, pour le coup, je vais sortir un peu de la transac, puisque les cas que je vais donner là sont plutôt des cas d'indépendants, on forme énormément d'indépendants dans la transac. Donc là, évidemment, là aussi, je dis tout le temps, à partir du moment où vous faites un métier dans lequel il faut savoir faire 15 métiers, l'IA, elle vous est utile. Parce que c'est impossible pour un agent, quel qu'il soit, d'être très bon en juridique, très, très bon en commercial, très, très bon en réseaux sociaux, très, très bon en management. Voilà. Il faut quand même maîtriser beaucoup, beaucoup de métiers quand on est agent immobilier. Et là-dessus, l'IA est très forte quand vous faites plein de choses au quotidien pour vous aider un petit peu partout. Mais sur les agences ou sur les syndics qui ont parfois beaucoup de collaborateurs, on travaille avec beaucoup de bailleurs sociaux notamment, qui sont des grosses machines avec beaucoup de collaborateurs. Là, pour le coup, l'IA, elle va impacter très, 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 très fort le management. Parce que il y a un gros sujet déjà de surveillance. Que font les collaborateurs? Est-ce que le contenu qu'ils ont créé, ils l'ont fait avec de l'IA ou pas? Est-ce qu'ils m'assument le fait de gagner 20% de productivité ou pas? Qu'est-ce qu'ils font sur leur temps libre? Parce que je sais qu'ils font la productivité, mais comment je réalloue leur temps de travail? Leurs compétences, tiens, je lui ai demandé 3 fois de me faire un résumé des dernières jurisprudences sur tel et tel sujet. Il me l'a fait en 1 minute, mais il les connaît vraiment si demain je le mets devant un client ou pas? Ou c'est l'IA qui l'a fait? Donc pour le coup, ça va chambouler assez profondément la manière dont on manage, dont on surveille et dont on forme nos collaborateurs. Ça, c'est assez certain. Alors, il y a une question qui est posée d'ailleurs, je te la pose à toi, mais
je ferai réagir ensuite tes confrères de la formation, une question qui consiste à dire, est-ce qu'aujourd'hui, il ne faut pas aussi convoquer au débat le manque de professionnalisme à l'entrée? Est-ce qu'il ne faut pas renforcer la formation initiale des futurs professionnels? Ça me concerne un petit peu. Lorsque tu dis, on a un outil là qui permet de faire des choses assez magiques, sans forcément avoir intégré les compétences. Voilà. Est-ce que ça, c'est pas un risque d'affaiblir les collaborateurs en leur donnant le sentiment que, voilà, avec les amphétamines, en quelque sorte, ils soulèvent de la fonte, mais ils n'ont pas de muscles. Ah, c'est clair, complètement. Complètement, il y a plusieurs points. C'est souvent ce qu'on traite nous, avec les enfants. On commence à faire pas mal de formations pour les enfants. C'est dire quid de mon enfant qui, toute la journée, à partir de 5 ans, pose des questions à ChatGPT. Bah, son cerveau, il va manifestement pas se former comme le nôtre l'a été. Oui, vous formez les parents. J'ai vu que vous proposiez des formations pour les parents. Hein, c'est ça. Alors, pour les parents, non, alors c'est plutôt pour les parents, c'est dans leur vie professionnelle, mais c'est pour leurs enfants. On commence oui, c'est ça, dans la relation aux enfants. Ouais. Oui, tout à fait. Exactement. Et on voit la même chose quand on commence un nouveau métier. Alors, je ne peux pas le parler avec un enfant, mais on s'est compris, c'est qu'on connaît pas toutes les bases, on a plein de choses à apprendre. Et en effet, si on compte que sur son chat GPT, si je caricature un peu, pour répondre à tout ça, il y a forcément un moment, on va arriver devant le client et ça va mal se passer. Donc, il y a deux choses. On peut utiliser l'IA et prendre le bon, qu'on soit un enfant, qu'on soit un agent qui débute dans le métier. On peut tout à fait le prendre comme un super coach. Et honnêtement, aujourd'hui, essayer demain d'apprendre un petit peu comment fonctionne un syndic de copropriété, quelles sont les règles à comprendre, à savoir, comment est sa relation avec un agent, etc. Quand vous ne connaissez pas le métier, si vous parlez à une IA pendant 1 heure pour apprendre ça, vous allez ressortir de cette heure-là beaucoup plus performant que quelqu'un qui n'aurait pas parlé à l'IA. C'est à peu près sûr. C'est vraiment des vecteurs pour le coup de génération, de formation et d'informations qui peuvent être bien utilisées. Donc, si on les utilise bien, ça c'est sûr que ça va être très bénéfique. Et ce cas des enfants, aujourd'hui, les enfants qui utilisent de l'IA vont à une vitesse qui est complètement folle et apprennent beaucoup plus vite. Et ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que là où on commence à arriver, c'est que quand personne n'utilise de l'IA, c'est pas trop grave parce que les gens utilisent un peu dans leur coin, ils font attention, ils se méfient. Là, on est dans un moment où ça se généralise. Tout le monde est en train de l'utiliser. Tout le monde est en train de faire à peu près tout et n'importe quoi dessus. Et donc, on n'a pas le temps de voir si, comme tu l'as bien dit, les compétences à côté sont apprises ou non. Et on peut tout à fait faire semblant pendant un petit moment d'être très compétent, de tout connaître sur notre métier, alors qu'en fait, on est branché à l'IA. Le problème étant, quid du jour où je suis devant mon client. Et la sélection naturelle dont on parlait tout à l'heure va faire son effet, je pense, assez rapidement. L'objectif, c'est d'être du bon côté de la barrière le jour où elle fait son effet, parce que je pense qu'un agent immobilier qui fait semblant, il va vite se trouver face à des transactions où il saura pas répondre à son client, il saura pas bien l'accompagner. Et toute l'IA, il peut avoir toute l'IA du monde avec lui. Il va passer pour un imbécile et pour un incompétent. Donc, dans les formations que Mysteria propose, je ne fais pas de pub, mais voilà, c'est un exemple. Est-ce que vous prévenez ce risque? C'est-à-dire, est-ce que vous allez former les managers à faire utiliser l'IA, mais aussi en les éveillant au risque qu'on vient de désigner, c'est-à-dire que ça mette un écran de fumée et que finalement on ne voit pas non plus qui sait faire quoi. Complètement. On les forme beaucoup là-dessus. D'ailleurs, si je reprends la partie agent IMO Transac, tous nos formateurs Transac aujourd'hui sont soit d'anciens agents immobiliers, soit d'anciens formateurs de réseau d'agence. Quasiment tous sur la cinquantaine de formateurs à qui on travaille, mais au moins 40 qui sont de ce format-là. Parce que, justement, pour cette raison-là, c'est dire c'est bien l'IA, c'est bien de bien utiliser ChatGPT, c'est une super chose, mais dans quel cadre on l'utilise? Faut se connaître d'abord le métier. Donc, nous, c'est la même chose. Faut que notre formateur, il connaisse d'abord bien votre métier, qu'il connaisse bien ce que c'est que de la prospection, avant de dire à tout bout de champ, utiliser de l'IA pour la prospection. Donc, en effet, on insiste beaucoup sur tout ça, sur les bénéfices, mais attention les dangers. Et les dangers, ils sont bien au-delà, hein. Sur l'IA, moi, je vous dis tout le temps, allez vous balader sur ce loger. Mais on se rend compte directement, alors nous en tout cas pour l'instant, un peu formés et experts en IA, on se rend compte directement de qui a écrit avec un outil d'IA sans maîtriser l'outil d'IA et qui a écrit son annonce à la main. Parce que l'outil d'IA, il commence à être super plat, les annonces c'est toutes les mêmes, parce qu'ils n'ont pas appris à utiliser ces outils. À l'inverse, quelqu'un qui utilise bien, je suis incapable de détecter. Donc, il y a un vrai besoin de faire attention. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, on se dit, oui, ok, Martin, il détecte des annonces IA sur ce loger, c'est bien. Sauf que votre client de demain, votre prospect de demain, votre collègue de demain, votre manager de demain, il se forme aussi à l'IA aujourd'hui. Donc, on va arriver dans un monde où vos clients en attendront plus, vos notaires en attendront plus parce qu'ils sont formés à l'IA. Toutes les parties prenantes avec qui vous êtes toute la journée, ils sont transformés à l'IA ou ils vont l'être. Donc, ils vont attendre plus de vous, et donc on pourra plus faire les mêmes erreurs qu'on fait aujourd'hui. Donc, il faut faire très attention. On fait remarquer aussi, alors peut-être de façon un peu
un peu naïve, hein, que l'IA peut se tromper. Je pense qu'elle se trompera de moins en moins, mais le fait est que si elle se trompe, par exemple, sur l'estimation d'une maison, c'est l'exemple qui est donné, il faut garder le recul et le discernement pour s'en apercevoir. Complètement, complètement. Et les outils d'IA se trompent, vont se tromper de moins en moins, mais continueront à se tromper. C'est pas des outils, on va jamais chercher une fin. C'est un outil. Hein. Souvent, j'aime bien les gens qui disent c'est un peu comme un marteau, ChatGPT. Bah oui, c'est pas le marteau. S'il y a pas ma main, il va pas faire grand chose. C'est pareil, ChatGPT. Et donc, nous, ce qu'on dit tout le temps, le meilleur exemple, c'est prenez-le comme un super stagiaire. C'est pas parce que c'est un stagiaire qui ne va pas faire des grandes choses, parce que c'est un très bon stagiaire qui au passage travaille 24/24, 7/7, donc c'est assez agréable. Mais ça reste un stagiaire. Donc si je vérifie pas ce qu'il me fait, si j'ai pas de regard critique dessus, bah j'accepte que la moindre erreur ce soit moi le responsable et qu'il faudra bien que j'assume devant le client d'avoir fait l'erreur, parce que l'IA elle sera jamais responsable de ses erreurs. Donc on le prend comme un outil. Et pour finir, alors tu disais d'une autre manière tout à l'heure, mais j'enfonce le clou, je te file la métaphore du marteau. Est-ce que tu as face à toi des équipes, ou des managers même, hein, dont tu as le sentiment, il faut que tu corriges ça, que les métiers de l'immobilier deviennent plus faciles et donc une espèce de relâchement, quoi, hein, un petit peu comme les assistances dans les voitures. La voiture va freiner toute seule, prend la courbe et puis il y a des sorties de route. Est-ce que il faut que tu corriges en disant que les fondamentaux du métier, dont on parlait avec Rosen, avec tes prédécesseurs, ils sont toujours là et que c'est un facilitateur? Est-ce qu'il y a une illusion un peu dans les esprits? Je trouve pas. Moi, je trouve pas. Je trouve que les gens sont assez lucides. Mais après, à partir du moment où vous le testez un peu en formation, quand on a fait 7 heures de ChatGPT, on se rend vite compte de ses limites aussi et de ce qu'il peut pas faire. Donc, les gens sont assez lucides. Non, je dirais qu'ils sont assez lucides sur le fait que, un, il y a besoin de l'apprendre, mais que deux, ça fera pas le métier à notre place. Donc, on n'a pas trop cet écueil. À l'inverse, j'ai plutôt des gens qui me disent, la promesse est tellement belle de l'IA que parfois on se dit qu'on aimerait qu'elle fasse encore plus pour nous et qu'on se rend compte qu'elle a ses petites limites. Ben, tant mieux qu'elle ait encore ses limites, au moins on va pas trop vite parce que on tend quand même vers des outils. C'est moins le cas vers le transactionnaire ou vers l'indépendant, mais vers les salariés, on tend vers des outils qui feront le travail à notre place sur tout un nombre de tâches. C'est assez, on est assez certain de ça. Pas dans les 2 ans qui arrivent, pas dans les 5 ans, mais à 10 ans, il y a des tâches et des process qu'on ne fera plus du tout parce qu'elles seront déléguées à une IA. Et je pense que c'est bien que ça prenne 10 ans parce qu'au moins on a le temps de l'appréhender un petit peu, d'apprendre à l'utiliser et de pas trop être juste face à du jour au lendemain une IA qui tient, elle fait la moitié de ma journée de travail, comment je réagis? Bah, si c'est ça, on sera mort. Alors que si on apprend à utiliser et à faire tout ça, et c'est plutôt le cas des professionnels. Yann, tiens, puisque je t'ai sous les yeux, puis après Philippe, dans les mêmes termes, il y a une phrase du chat que j'aime bien, hein, qui est se former à l'IA très bien, être formaté par l'IA, c'est encore autre chose. Tu n'es pas un spécialiste de l'IA, Yann, tu l'as dit, mais voilà, il y en a qui forment à l'IA, comme Martin. Qu'est-ce que tu constates quand même? Tu constates que ce risque existe? Tu vois de la part de tes managers ou de leurs collaborateurs une envie de se dire, allez, on va basculer vers la machine et puis nous, on va en faire moins, et ce que j'appelle une illusion? Alors, il y a une réalité économique, c'est que les OPCO, qui sont les organismes qui financent la formation professionnelle, depuis des mois, ne financent que les formations à l'IA. Faut le savoir, les fameux FNE devaient parler d'éco-responsabilité ou de formation à l'IA. Ça, c'est le premier point. Donc, les gens se disent, bah, quitte à avoir des subventions, autant faire de l'IA. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, il y a un phénomène de mode. Là, et je remercie Martin, que je ne connaissais pas. Moi, je suis pour le progrès, mais je suis pour le progrès avec une forme de lucidité. D'accord? N'oublions pas que dans la définition, on parle d'intelligence artificielle et dans le mot artificiel, il y a le mot artifice. Bon. Donc, comme tout, quand c'est mal utilisé, quand c'est mal compris, ça peut, et Martin l'a souligné, créer des dommages. Martin soulignait un organisme et soulignait des publicités. Aujourd'hui, pour rédiger une pub, on parlait, Rosen disait, le mandat exclusif, c'est la priorité. Bah, on a des collaborateurs qui vont combattre comment dirais-je, la négation du client pour rentrer une exclusivité, et ils vont massacrer cette pub et se demander pourquoi il n'y a pas d'appel. Eh bien, il n'y a pas d'appel parce que ChatGPT ne résout pas tout. Rédiger une pub, c'est respecter 3 fondamentaux, l'accroche, la promesse et la baseline. On prend un exemple. Si tu as une propriété avec 1000 m² de terrain et on met terrain clos,
Alors moi, je dis, mais terrain clos de quoi? Ah ben, terrain clos de mur. Ben, je dis mur encore, ben, en pierre. Quelle hauteur? 1,80 m. Ben, j'y fais faire un devis chez un maçon pour 1000 mètres carrés de mur en pierre et tu verras que ça a de la valeur. Donc ta maison ne vaut plus 600 000 euros, elle vaut 600 000 euros, dont un mur en pierre de plus de 100 000 euros. Et donc, en fait, on s'aperçoit aujourd'hui, et Martin l'a souligné, que dans certains cas, l'intelligence artificielle, ChatGPT, ça rend les gens feignants. Et ça laisse croire à ces gens-là d'un miroir à alouette. Et moi, j'ai coutume de dire, et on le voit aujourd'hui, j'ai coutume de dire, quand on parle d'une crise, c'est quand la mer se retire qu'on voit qu'il porte un slip. Aujourd'hui, il faut arrêter de croire que les autres vont réussir pour vous. Voilà. C'est pas une machine qui va faire le développement d'une boîte. C'est pas une machine qui va amener l'épanouissement d'un collaborateur. L'humain, l'humain, l'humain. Donc, il y a du progrès. Il faut le reconnaître. Il y a des applications, il y a de la facilité, il y a du gain de temps. Mais à un moment donné, il faut garder la main sur tout ça. Et ça, c'est fondamental parce que sinon, c'est du miroir aux alouettes. Il y a des gens qui vont se mettre à investir dans des applis et qui vont attendre, je dis bien attendre, que ces applis fonctionnent. Ça ne marche pas. Aujourd'hui, cette crise est une véritable opportunité. Je pèse bien mes mots. C'est une opportunité. Mais, là encore une fois, il faut comprendre la part humaine que chacun ou chacune aura dans la prise en main de cette crise. Et attention, parce que le compteur tourne. D'accord? Et il faut comprendre que nous avons 31 000 jours à consommer en moyenne dans notre vie. Chaque journée passe très vite. Autant construire l'écrin dans lequel vous et votre entreprise serez les joyaux. Donc, il faut que les gens comprennent qu'ils font un beau métier. Vous faites, mesdames et messieurs, le plus beau métier du monde. Et je travaille dans d'autres secteurs. Vous permettez à des gens de réaliser des rêves immobiliers et vous apportez des solutions à des problèmes. Il faut juste donner de la dimension à votre métier. Il faut juste lui apporter des lettres de noblesse. C'est ce qu'on a voulu faire avec le compagnonnage immobilier et c'est une vraie réussite. Les clients adoubent ce genre de choses. Donc, alors, merci, je te remercie beaucoup. Le lien est fait assez naturellement, et ce sera la dernière intervention, celle de Philippe. Tu as évoqué, Philippe, une partie de ta clientèle, même si tes confrères en ont peut-être aussi, mais de spécialistes du luxe. Est-ce que le luxe aujourd'hui, qui fonctionne plutôt mieux, hein, c'est un marché qui fonctionne plutôt mieux, même s'il y a plusieurs sous-segments. On fera d'ailleurs un débat spécifique, je vous l'annonce, sur le marché premium prochainement. Est-ce que le management, les services dans le luxe immobilier nous donnent des solutions, des recettes, je vais dire, c'est pas un joli mot, pour faire face à ce moment difficile en termes de relations clients, en termes de réancrage sur les métiers, peut-être aussi de recours d'ailleurs au digital et à l'IA. Alors, je vais répondre rapidement. En fait, c'est des gens qui travaillent plus sur le savoir-être et la qualité de la relation humaine, en fait. Un peu moins sur de la méthodologie basique, parce que dans ces métiers, la prospection, j'allais dire du 19e siècle, ça n'existe plus depuis longtemps, et nous, on l'a abandonné depuis, ça n'a aucun sens. Aujourd'hui, si les collaborateurs travaillent sur les synergies, si l'entreprise a des fichiers, si on travaille la prescription, on n'a pas besoin d'aller faire de la prospection que j'appelle du 19e siècle, ça n'a plus de sens. Et puis ça fonctionne pas, et ça fait des années qu'on essaye de faire ça aux collaborateurs, de les envoyer en formation, en se disant une fois qu'ils auront fait une formation, ils prospecteront, ça marche pas. Je voulais insister sur quelque chose et qui rejoint un peu tous les sujets, y compris sur l'IA, c'est le sens du métier. Et c'est le sens du métier dans le luxe, c'est d'accompagner, disait Yann, des gens sur des projets. Le travail pour un agent immobilier, c'est d'accompagner un vendeur dans le deuil du prix qu'il aurait aimé avoir. Cet accompagnement ne peut être qu'humain. Seul un humain pourra accompagner en 24 heures ou en 24 mois quelqu'un à faire le deuil du prix qu'il aurait aimé avoir. Il faut accompagner l'acheteur à comprendre que le bien idéal n'existe pas et qu'à un moment, il va faire des concessions, des arbitrages pour arriver à… Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, Martin parlait à une époque de se loger qui a été une révolution. Aujourd'hui, vous avez tous regardé Paper Simo. Aujourd'hui, la data, elle est open data, elle est ouverte. C'est fini le protectionnisme des agents immobiliers qui disaient estimation offerte, estimation gratuite. Je discutais avec la vice-présidente d'un réseau que tu connais bien, qui en ce moment fait une campagne
estimation précise, hein, estimation offerte, estimation précise. Et je lui dis, c'est quand même fou, vous êtes quand même la seule des professions qui fait la promesse de ce que les clients ne veulent pas. Les clients, ils veulent pas une estimation précise, ils veulent vendre le plus cher possible. Donc la valeur ajoutée de l'agent immobilier, elle est aucunement dans l'estimation. L'estimation, on n'en parle plus du tout maintenant. L'estimation, c'est une photo data d'un élément de marché qui a une part d'incertitude puisque c'est l'accord entre un vendeur et un acheteur. Donc la fonction de l'agent immobilier, c'est d'obtenir les meilleures conditions pour le client qui le paye et qui lui donne la mission. C'est le fondement de la mission capitaliste, hein, c'est de servir celui qui nous paye et de lui assurer les meilleures conditions. Donc l'estimation, c'est un accessoire de mode. Nous, aujourd'hui, on dit aux clients, bah, écoutez, c'est très bien, vous avez fait 3 estimations, plus le prix que vous avez en tête et que vous n'avez pas voulu me dire, ça en fera 4 pour votre collection, c'est formidable. Nous, notre métier, c'est pas être du meilleur estimateur, c'est d'être le meilleur commercialisateur, le meilleur sécurisateur de votre transaction. Le prix de l'immobilier, c'est pas nous qui le fabriquons. Nous, par contre, ce qu'on peut faire, c'est vous obtenir la meilleure proposition vis-à-vis d'un acquéreur qui est lui-même un expert et qui connaît parfaitement ce qu'il y a à vendre sur le type de bien qu'il recherche. Que ce soit dans le marché du luxe ou que ce soit pas dans le marché du luxe, en fait. Donc, il y a tout un travail, je pense, Henri et tous, de repositionnement, de sens du métier. Le sens du métier, c'est effectivement d'obtenir pour un client bien défini des meilleures conditions et ça sous-entend un tas de process et de savoir-être très éloigné, j'allais dire, de ce qu'on faisait avant, parce que si le métier de l'agent immobilier, c'est de faire des estimations, je crois qu'il a des doutes, il y a des vraies questions à se poser, et s'il se remet à l'IA et aux outils, ben, je pense qu'il va falloir qu'il forfaite des honoraires à 2000 euros, mais qu'en fait, pourquoi des gens sont prêts à payer 2 ans et demi d'efforts d'épargne pour avoir quelqu'un qui les accompagne à vendre un bien immobilier à 600 000 ou à 6 millions d'euros, ben, c'est quelqu'un qui les accompagne à faire le chemin qu'ils ne peuvent pas faire seuls. Merci beaucoup. Ça ressemble bien à une conclusion. Bon, moi, je voudrais vous remercier tous les 4, Rosane Chaperon, Philippe qui est encore face à moi, Yann Simon, Martin Pavanello, pour voilà la franchise dont vous avez fait preuve. Vous avez donné, je trouve, des clés très concrètes pour gagner en 2025. C'était le défi qu'on s'était donné, qu'on vous avait donné. Donc, un grand merci et à ma manière, mais je peux vous dire que le chat rend compte aussi de cette satisfaction. Donc, vous avez traité le sujet efficacement et avec optimisme et on entend des choses qui donnent envie. On a entendu parler de sens, de recentrage sur les métiers, d'enthousiasme à retrouver peut-être aussi des valeurs du métier qui s'étaient un petit peu affadies, des outils nouveaux, des méthodes nouvelles, de la rigueur, des process. Je pense que tout cela peut fructifier dans les entreprises dont les dirigeants nous écoutent. Benjamin aura le mot de la fin, comme il se doit. Alors moi, à tous, je voudrais dire un grand merci. C'était passionnant. J'ai retenu quelques conseils. Donc, l'important, c'est l'humain, l'accompagnement des dirigeants dans la formation de leurs collaborateurs. On ne le fait pas assez souvent. On les envoie souvent en formation, mais on va rarement avec eux. Et donc, ça n'a pas toujours les effets escomptés. Se fixer les objectifs, les points de progression dans chacun dans nos entreprises. Et un petit mot pour Yann, c'est pas la taille qui compte, c'est la dimension. Parce que je pense que c'est important à retenir. Et concernant Martin et l'IA, conserver à l'idée que c'est un outil, que le feignant le restera, que le compétent le sera encore plus. Voilà ce que j'ai retenu et il s'en servira comme super assistant. En tout cas, merci à tous. C'était une conférence complète grâce à vous. Et la prochaine a lieu Elle a lieu le 18 février. Le 18 février, à la même heure. Merci à tous. Bonne soirée. Merci beaucoup encore tous nos belle année immobilière et personnelle. Bye bye. Et l'apéritif chacun chez soi, comme d'habitude. Merci. Bonne soirée à tous et à toutes. Merci, madame, messieurs.